Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant. Hello à tous, c'est Maël Tafou et bienvenue dans le podcast Fan Striker. Cette semaine, je vous parle d'un outil qui est souvent sous-estimé par les organisations sportives. Ça peut être à la fois votre meilleur ambassadeur sur les réseaux sociaux et le meilleur ami des enfants. Ce sont les mascottes et on en parle tout de suite avec Mathias Dich. Salut Mathias, bienvenue dans le podcast Fan Striker, comment ça va ? Ça va et toi, Maël ? Bah écoute, ça va très bien, merci d'être venu. Alors, tu es membre de Fan Striker depuis 1 an. Est-ce que tu peux te présenter aux éditeurs ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Mathias Dich, je travaille pour FanStriker depuis 1 an et à côté de ça, je suis encore étudiant, mais j'ai déjà 2 bonnes expériences dans le monde du sport business et de l'expérience fan, sachant que j'ai été chargé de partenariat à Paris La Défense Arena, qui accueille donc tous les matchs du Racing 92, et plus récemment, j'ai également été à l'Olympique Lyonnais, où j'étais en charge plutôt là des animations match day et donc du coup de tout ce qui se passe autour du stade et dans l'enceinte, en passant bien évidemment par la mascotte du coup. Donc toi, tu es un grand défenseur des mascottes dans le marketing et la communication des organisations sportives. Pour toi, elles sont négligées, à tort. Comment est-ce que tu es arrivé à ce constat ? En fait, je dirais que je me suis rendu compte de ça en travaillant vraiment au Racing 92, en sachant que tout le travail qui a été fait là-bas pour l'intégration de la mascotte et le développement est beaucoup tiré de ce qui se fait aux États-Unis et pour moi vraiment un exemple de l'utilisation judicieuse, même si bien sûr chaque club a ses spécificités, de l'utilisation de la mascotte et que j'avais pas forcément eu vent de tout ça avant en échangeant avec des gens de ce milieu du sport business justement qui travaillent dans des clubs. Ouais, je vois. Donc finalement, ton intérêt pour la mascotte, il vient de quelle dimension ? Pour toi, quel est l'intérêt premier d'une mascotte pour un club ? Je trouve que la mascotte, en fait, c'est un outil formidable pour les clubs parce que c'est la représentation de l'équipe dans un personnage, donc qui va être une grosse peluche, et donc du coup qui va être vraiment l'intermédiaire entre le club, entre donc l'équipe et les supporters. Donc de base, je trouve qu'elle est surtout destinée aux enfants, aux familles dans un premier temps, mais ça s'arrête pas là parce que ça va être un outil vraiment d'animation et de divertissement, que ce soit les jours de match ou même sur des événements annexes du club qui est vraiment formidable et qui devrait être, à mon sens, un peu plus utilisé, même si on commence à le voir et que il y a quelque chose qui se crée en France à ce sujet-là. C'est vrai, et puis finalement, tu vois, une mascotte, c'est comme tu le disais, un genre de peluche auquel le public s'attache, et ça devient le meilleur influenceur possible pour une organisation sportive. On est beaucoup dans des stratégies de marketing d'influence en ce moment, c'est très à la mode, mais un super ambassadeur, c'est une mascotte, c'est super versatile. Mm. Ça peut être quelqu'un déguisé le jour d'un match, ça peut être un personnage animé sur les réseaux sociaux. Ça peut être un personnage de BD sur les réseaux sociaux et tu n'auras jamais les mêmes problèmes que tu peux avoir quand tu utilises une personne pour être l'ambassadeur de ton club. Tu vois, jamais tu as des histoires où les mascottes ont tenu des propos problématiques sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Donc, c'est une solution assez safe pour se créer un propre ambassadeur. Exactement, c'est vraiment la vision que je partage. Pour moi, comme je te dis, c'est le représentant et c'est vraiment c'est le symbole quoi. En fait, ça va avoir un pouvoir si fort en fait au niveau du club, c'est-à-dire que tu peux mettre n'importe qui dans la mascotte, ça restera la mascotte et ça va créer une image de marque en fait qui va être super intéressante, même si derrière forcément on va devoir avoir quelqu'un à l'intérieur de ce costume qui compte pour 50% de la partie et qui va devoir aussi assurer et faire le show lorsque va y avoir les matchs. C'est vrai, mais l'important c'est aussi de se dire voilà, j'ai une image stable Mm. qui représente mon club, comme tu le dis, c'est super fort. Maintenant, la question, c'est de se demander comment est-ce qu'on va créer cet attachement avec les fans et quelles sont les bases de l'utilisation d'une mascotte, comment est-ce qu'on en tire profit.
Bah, je dirais que tout d'abord que une mascotte déjà ça doit bien s'utiliser, ça doit bien se penser. Je te dis, je suis pas le grand spécialiste des mascottes, mais de ce que j'ai pu voir et apprendre lors de mes expériences, c'est que déjà tout d'abord une mascotte, il faut créer un cadre, il faut créer une identité, il faut créer une image qu'elle va dégager. Chaque mascotte va pas avoir le même rôle et la même image. On va avoir des mascottes qui vont être beaucoup plus taquines, d'autres qui vont être vraiment conviviales, proches des enfants, etc. Donc pour moi, c'est une première étape de vraiment mettre ça en place. Et derrière, il y a toute une stratégie, je dirais, à dérouler jour J avec les fans, avec les enfants, sur les réseaux sociaux, de toute cette appropriation d'image et d'identité qu'on va pouvoir créer à la mascotte, en passant, je pense, tout d'abord par les enfants et les familles, parce que enfin, moi, je te le dis, je le vois de mes expériences quand la mascotte elle est là, qu'il y a les enfants qui la voient, mais c'est une effervescence, c'est tout de suite un lien qui se crée. Pour les enfants, on leur met une grosse peluche qui est ce qu'ils ont de plus cher quand ils sont petits en termes de jouets, et en plus ça va représenter leur équipe de cœur. Donc, je trouve que c'est un beau mariage, une belle balance entre ces deux éléments qui permettent de créer derrière la stratégie autour de ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a du coup, comme tu le dis, le côté un peu branding où bah, la mascotte, ça va être un peu le héros des Mm. enfants. Mais même au-delà de l'aspect branding de la stratégie, je crois que tes recherches sur la mascotte, enfin, de ce que j'ai vu sur l'article que tu as écrit sur ton site, Mhm. tes recherches sur la mascotte t'ont amené à découvrir que parfois, ça pouvait être un outil qui générait des revenus très conséquents, même supérieurs en termes de merchandising à certains joueurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce sujet? Bah, je dirais que ouais, les mascottes, ça va être super important à ce moment-là. C'est-à-dire que derrière, tu parles de merchandising, il y a toute cette image et ce symbole dont je parle. C'est-à-dire que quand on va vendre des peluches à l'effigie de la mascotte, par exemple, c'est quelque chose qui marche beaucoup et qui plaît énormément aux enfants. Ça va être, moi je le voyais au Racing, c'était quelque chose qui se vendait très bien. Le petit éléphant Maout bleu qui était avec son maillot du Racing, c'était vraiment top. Et derrière, il y a toute l'image et le branding aussi qui va pouvoir se vendre autour de la mascotte à travers son image. Ouais, j'ai retrouvé le chiffre exact pour un peu appuyer ton propos, où tu disais qu'en en 2016, pardon, Forbes avait publié des chiffres sur l'équipe de baseball de Philadelphie, les Phillies Fanatics, et que leur mascotte générait 10% du total des ventes. Que c'était plus que n'importe quel joueur de l'équipe cette année-là. C'est assez incroyable. Ouais, vraiment, cette statistique, bah, quand je l'ai vue, elle était vraiment, enfin, super représentative, en fait, de la place que doit avoir la mascotte dans la vie du club. Pour moi, tu vois, genre, moi, je pense aux Chicago Bulls, je pense à Benny the Bull, je pense à la mascotte, je pense, il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là, qui vont avoir cette image de la mascotte super forte en tête, et en fait, ça va créer vraiment un branding fort, et derrière pouvoir générer des ventes, même si au début, c'est pas forcément le principe, l'essence même de la mascotte, mais c'est sûr que c'est un outil qui est vraiment important et qui est super intéressant pour ces clubs-là lorsqu'il s'agit également de vendre. C'est clair, c'est non négligeable. Et toi, tu avais été amené du coup à faire des benchmarks assez longs sur l'utilisation des mascottes. Euh, Est-ce qu'il y a Quelles ont été tes animations préférées parce qu'elles étaient super originales ou parce qu'elles étaient hyper engageantes? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ces recherches-là? Je dirais que pour mes recherches, je me suis pas mal inspiré. Je vais revenir souvent, je pense, sur le modèle américain, même si j'aime pas toujours parler de ça quand on parle de sport business et d'entertainment. Mais pour moi, les mascottes, vraiment, ce qui se fait aux États-Unis, c'est un modèle et une grande source d'inspiration parce que c'est là où il y a le plus d'idées à pouvoir prendre et adapter chez nous. Mais par exemple, je te parle des Chicago Bulls, quand je vois les animations qu'il y a avec la mascotte qui va faire il va y avoir plein de péripéties en avant-match où elle va être au milieu du terrain, lancer le panier en arrière, lancer le ballon pardon dans le panier en arrière, où elle va sauter sur les trampolines, faire des saltos et dunker dans le panier. Et ça, c'est des choses qui sont en termes de show, je trouve que c'est vraiment incroyable et super inspirant. Et derrière, il va y avoir plein de petites mimiques entre guillemets qu'on peut voir maintenant au Racing, qui a été adapté aussi avec les panneaux que la mascotte va brandir, avec des petits messages drôles dessus. Enfin, pour moi, c'est ce genre de choses, c'est très inspirant.
mais où je regarde aussi beaucoup ce qui se fait en France. Je t'ai dit, je te parlais du Racing. Ils travaillent maintenant avec un spécialiste des mascottes qui va pouvoir donner cette expertise au club et pouvoir avoir une utilisation de la mascotte qui est encore plus optimisée. Et justement, il y avait l'exemple donc au Racing avec la mascotte Maout, le petit éléphant, qui avait le panneau j'ai le 06 de Isabelle Uturberu qui était en bord terrain à ce moment-là. Enfin, c'est des petites choses comme ça, je trouve, des séquences qui Ouais. sont assez bien pensées, tout en les adaptant à notre marché, bien évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant et il y a beaucoup d'inspiration à prendre de ça. Du coup, toi, si aujourd'hui tu étais responsable fan expérience d'un club, disons, de Ligue 1 ou de Lidl Star League, et que tu commençais à zéro sur l'utilisation de ta mascotte, c'est-à-dire que tu avais une mascotte mais qu'elle n'était pas intégrée à ta fan expérience, qu'est-ce que tu ferais? Quelle serait la base du début de ton travail et qu'est-ce que tu essaierais peut-être de faire d'un peu original? Bah écoute, c'est une bonne question parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais, j'étais pas responsable fan expérience à proprement parler, mais je travaillais beaucoup sur ce sujet-là, entre autres, et sur tout ce qui était mascotte. En fait, j'étais un peu le responsable à ce niveau-là. Et Mhm. l'utilisation de la mascotte à l'OL, elle existait depuis un certain nombre d'années, mais elle n'était pas pour moi optimisée et il y avait encore beaucoup de travail à faire. Quand je suis arrivé, il y avait eu la refonte de l'identité de la mascotte, c'est-à-dire que il y avait un tout nouveau costume super ergonomique qui avait été commandé et qui venait d'arriver. Donc du coup, on a pu faire vraiment un travail à ce niveau-là qui était super intéressant. Et je dirais que de base, ce qu'on a mis en place, c'est premièrement, c'était la charte de Liu, donc Liu, la mascotte de l'OL, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire, vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on aimerait lui donner comme identité, comme caractéristique et comme image auprès du public. Et ensuite, c'était discuter avec le performeur qui est à l'intérieur, parce que je trouve que c'est ce qui est de plus intéressant et de super important, c'est d'avoir cette vision globale avec le showman qui est à l'intérieur du costume, parce qu'en fait, c'est C'est lui clair. qui va être sur le terrain, c'est lui qui va donner vie à la mascotte en fait. Et si lui, il n'a pas la même vision que toi tu as de la mascotte, forcément là va y avoir un problème. Et donc du coup, c'était important de commencer par là avant de commencer à réfléchir aux animations, de ce qu'on allait faire concrètement. C'était vraiment cet échange-là et ce cadrage en fait. Donc c'est super intéressant ce que tu dis sur ton passage à l'OL et ce que tu as créé lors de l'introduction d'une nouvelle mascotte. Quelles animations particulières est-ce que tu as pu mettre en place à ce moment-là? Bah écoute, il y a eu différentes animations qui ont pu être mises en place pendant la saison du coup qui vient de s'écouler, même si elle n'est pas encore officiellement finie. Je dirais que ce qui a été très intéressant, c'est l'utilisation qu'on en a fait. Premièrement, lors de la réception de la Juventus, on a eu l'idée de faire venir Jay, qui est la mascotte, le zèbre de Turin. Ils avaient déjà fait ça avec d'autres clubs, avec le Bayern Munich et Tottenham, où justement ils avaient fait déplacer la mascotte de la Juventus dans d'autres villes pour faire la promotion du match et créer des contenus assez sympathiques sur les réseaux et créer de l'animation. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli Jay quelques jours avant la rencontre contre la Juventus à Lyon. Et jour de match, ce dont je pourrais te parler, c'est qu'on a fait des animations assez sympas. On a tourné des vidéos pour diffuser sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il y avait les mascottes qui déambulaient sur le podium. Elles ont participé aux animations football qu'il y avait donc sur le parvis. Et ensuite, à l'intérieur de l'enceinte, il y a eu d'autres animations, comme par exemple l'animation qui a super bien marché. C'était un battle de danse entre du coup Liu et Jay. Ah, Donc, c'est cool. en fait, en porte-terrain, on a un DJ qui est là à tous les matchs et qui mixe. Et du coup, on a créé cette année une séquence sur les matchs de Ligue 1 et donc du coup qui a été adaptée sur ce match-là entre un battle de danse entre la mascotte et normalement un spectateur. Mais donc du coup sur le match contre la Juve, c'était contre Jay, la mascotte donc de Turin, et chaque mascotte avait 30 secondes pour danser, faire ses meilleurs pas, et ensuite c'était au public de voter pour gagner le trophée. Donc c'était vraiment super sympa et je pense que c'était une des meilleures animations qu'on ait faites cette année. Et il y avait également aussi l'anniversaire qu'on a fait d'un petit abonné au stade qui doit avoir une dizaine d'années. On allait le chercher en tribune avec la mascotte et on l'a amené en bord terrain, on lui a offert un maillot avec joueur préféré donc qui était Memphis et donc qui était en bord terrain pour voir les joueurs pendant l'avant-match. Donc ça c'était super sympa aussi. Voilà un peu le type d'animation qu'on crée avec la mascotte qui sont assez divertissantes. On essaie vraiment de trouver des séquences comme ça qui vont divertir le public.
Ouais, c'est mignon ce que vous faites avec les enfants comme ça. Je me rappelle, on en avait discuté. Et ce que j'apprécie dans ce que tu me montres là avec l'OL, c'est que voilà, vous avez réussi à la fois à toucher les enfants avec la mascotte, mais aussi à toucher les adultes avec ce battle de dance autour de la rivalité entre supporters. C'est top. Et c'est facilement réutilisable sur les réseaux sociaux, comme tu le disais. C'est une dimension qui est assez forte quand on développe une fan expérience. C'est important qu'il y ait un impact sur les réseaux sociaux. Je sais qu'au Racing, vous aviez utilisé la mascotte Maout de manière assez originale. Est-ce que tu peux partager cette histoire avec les auditeurs? Ouais, je peux la partager bien évidemment, surtout que j'ai eu la chance, on va dire, de me retrouver dans la mascotte également sur ces promotions. Donc oui, je peux bien t'en parler. Pour les matchs du Racing, ce que l'équipe dédiée faisait, c'est que elle utilisait Maout, donc la mascotte du Racing, pour promouvoir les matchs qu'on organisait. C'est-à-dire que 1 ou 2 semaines avant, il y avait des séquences qui étaient tournées dans différents lieux pour faire la promotion du match. On avait beaucoup de matchs à thème, donc pour les sports d'hiver, il y avait Maout qui était au ski, par exemple. Il y avait ce genre de choses. Et sur un match aussi, on faisait la promotion des différents sports de la région. On a eu un partenariat avec le conseil départemental donc du 92, où on avait tourné des petites séquences dans chaque club partenaire des Hauts-de-Seine, où justement là on faisait la promotion du match et il y avait des séquences humoristiques de 2-3 minutes avec la mascotte. Donc ça c'était super sympa. Et on avait aussi une chose que je voudrais rajouter avec Maout, c'est que jour de match, une particularité qui est pour moi très intéressante au Racing, mais qui serait sûrement pas adaptable dans les autres clubs et équipes du championnat de France, c'est que on a une séquence par mi-temps de Maout qui fait un gars, quoi, une séquence pendant un arrêt de jeu et qui est ensuite diffusée sur l'écran géant pendant le match. Donc c'est-à-dire que sur le match par exemple à Sport d'hiver, il y avait Maout qui descendait sur une luge dans les tribunes. Sur le match de Noël, il y avait une bataille d'oreillers entre Maout qui était déguisé en Père Noël et un autre spectateur. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et ouais, non, l'utilisation, elle était super forte. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, forcément, il y a un petit buzz qui est créé. Il y avait une page spécifique sur Twitter de Maout et il y avait du contenu assez sympa, justement, qui pouvait être créé et diffusé pour proposer une expérience et de l'engagement envers les fans. Ok, donc si je résume ce que tu nous as présenté aujourd'hui sur les mascottes, ça tient en 3 mots forts: l'engagement fan pendant, avant et après le match, Mm. l'identité du club Mm. et toucher les enfants, Ouais, c'est vraiment ça pour toucher moi. une population plus jeune. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment ça. La mascotte, elle a différentes utilisations et elle va pouvoir être employée de diverses manières qui vont être super intéressantes. Pour moi, le premier pilier, c'est les familles et les enfants. Mais il faut vraiment pas s'arrêter là. Il y a une telle utilisation qui est possible avec la mascotte, avec les adultes, avec les animations, avec les réseaux sociaux, avec les événements hors sportifs qui font que la mascotte, elle est au cœur du club et justement, c'est l'image et le représentant de l'équipe. Merci pour tes lumières sur le sujet des mascottes. En tout cas, Mathias, c'était très intéressant et une analyse très très poussée. Où est-ce que les auditeurs de Fan Striker peuvent te retrouver maintenant? Bah, tout d'abord sur Fanstriker, bien évidemment, où je suis reporter local pour le site. Et je prépare également un gros dossier sur l'expérience fan canadienne qui va arriver bientôt avec des interviews de professionnels du milieu que j'espère plutôt intéressant. Et ensuite sur mon site internet, donc sportbiz.fr, où il y a une refonte du site dernièrement. Je vais communiquer là-dessus prochainement, mais il y a des beaux articles à aller voir, j'espère, dessus. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Super, sportbiz.fr. On vous met de toute façon tous les liens dont on a parlé dans la description du podcast. Et puis, Mathias, je te dis à la prochaine. Yes, au plaisir. Ciao. Au plaisir. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet avec Mathias Dich sur les mascottes vous aura plu. Comme d'habitude, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vos réactions sur le sujet et votre avis sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui, en Europe, adapter des pratiques américaines dans nos stades européens autour des mascottes? Est-ce que aussi vous avez des idées d'utilisation de la mascotte qui seraient plus adaptées à notre marché? N'hésitez pas à partager vos réactions sur l'épisode sur nos réseaux sociaux, @fanstriker, ou sur l'application ou le site encore, anchor.fm/.
@fanstriker. C'était Maëlle Tafou, c'était un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Anchor. Ça s'écrit ANCHOR. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de Fanstriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à @fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.